à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission de Smart Industries. Nous sommes au stand de la French Fab de BPI France, au cœur du salon Global Industrie, un salon qui a lieu chaque année et qui rassemble tout l'écosystème industriel français, européen. On parle beaucoup d'industrie du futur, d'usines connectées, d'intelligence artificielle. Mais derrière ces mots, une question concrète se pose. Où en sont vraiment les industriels français? Le cabinet de conseil McKinsey et la fabrique de l'industrie dévoilent les résultats d'une étude comparative réalisée avec Ipsos sur l'adoption des technologies de production du futur par les PMI et les ETI en France, en Italie et en Allemagne, avec la question: les PMI et ETI français sont-elles en retard sur l'adoption des technologies 4.0, notamment par rapport à leurs voisins européens? Bien sûr, la réponse est nuancée, elle dépend des secteurs, des technologies, et on en parle tout de suite avec mes invités. C'est parti pour Smart Industries. Et je suis ravie d'être entourée de 3 invités pour en parler. Vincent Charlet, vous êtes directeur général de la fabrique de l'industrie. Bonjour. Bonjour. Mathieu Dussil, vous êtes directeur associé chez McKinsey, responsable en France du pôle de compétences industrielles avancées. Bonjour. Bonjour. Et Marc-Henri Froin, vous êtes fondateur et CEO de Nirio. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vincent Charlet, je me tourne vers vous tout d'abord, parce qu'on parle très souvent d'industrie 4.0, mais finalement, de quoi parle-t-on exactement quand on parle d'industrie 4.0 ? Alors l'expression industrie 4.0, elle a été forgée en Allemagne. On a pu appeler ça aussi industrie du futur en France, où les anglo-saxons parlent de manufacturing avancé. Ça désigne un bouquet de technologies, un ensemble de technologies essentiellement numériques, qui vise à rehausser, augmenter la productivité des entreprises manufacturières. Donc ça désigne aussi bien l'intelligence artificielle, la fabrication additive, mais aussi la mise en place de la 5G au sein des établissements industriels, avec des machines connectées via ce qu'on pourra appeler l'Internet des objets. Voilà, il y a une vaste gamme de technologies dont certaines rentrent en interaction, d'autres moins, mais qui ont tous ce point commun, c'est qu'elles viennent depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, elles viennent apporter un supplément de productivité aux entreprises industrielles. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire qu'à chaque fois, ces technologies sont associées à la productivité, parce que c'est bien un moyen par oui, rapport absolument. à... C'est bien ça l'objectif. C'est ça qu'on numérise pas pour le plaisir. On numérise pour augmenter la productivité de son entreprise. Vous savez peut-être que dans tous les pays occidentaux, depuis plusieurs décennies maintenant, 40-50 ans, la productivité, les gains de productivité ne cessent de ralentir. C'est un petit peu désolant parce qu'on sait que notre prospérité future, notre capacité à créer des emplois nouveaux s'en trouve diminuée. Et donc il faut que les agents économiques, qui sont dans le cas de l'industrie en compétition avec le monde entier, trouvent des relais de croissance, des relais de performance, et ça s'appelle la productivité. C'est bien de ça dont il s'agit. Et ces technologies dites 4.0 ou d'industrie du futur permettent aux entreprises industrielles de monter en gamme, d'améliorer leur compétitivité prix ou hors prix, et donc de mieux se défendre dans la compétition internationale. Et malgré le fait qu'on ait des technologies de plus en plus en pointe, la productivité recule. Comment ça se fait? Mais parce que l'économie d'un pays comme la France n'est pas constituée que d'industrie. Et donc vous pouvez avoir à l'intérieur des activités industrielles des entreprises qui gagnent en productivité. Vous avez aussi, c'est là d'ailleurs, on y reviendra peut-être, c'est le problème avec le numérique, c'est que toutes les entreprises n'y arrivent pas, pour des raisons qu'on pourra développer tout à l'heure. Et puis, vous avez à côté de ça des entreprises, des secteurs d'activité qui sont moins productifs que l'industrie, dans lesquels d'ailleurs parfois viennent se reconvertir des emplois qui ont été dégagés par les gains de productivité. Et tout ça fait qu'en moyenne, vous avez une économie française dont les gains de productivité peuvent être décevants, et en tout cas, ils le sont, comme dans la plupart des autres pays au monde, de plus en plus réduits. Marc-Henri Froin, est-ce que vous pouvez nous détailler donc les missions de votre entreprise, et puis surtout de quel constat vous êtes parti pour présenter cette plateforme industrielle que vous êtes venu présenter à Global Industries? Oui, tout à fait, avec plaisir. Donc effectivement, je m'appelle Marc-Henri Froin, je suis le fondateur de Nirio. Et Nirio veut dire near you, proche de vous. Donc l'objectif de Nirio depuis le début, c'est de développer une technologie de robots, de bras robotisés intelligents, capables d'être proches de l'humain et proches effectivement des sujets à valeur ajoutée dont on va pouvoir parler plus en détail juste après. Et donc Nirio, moi j'ai lancé ça maintenant il y a à peu près 8 ans, d'abord sur le marché de l'éducation, considérant que pour démocratiser une technologie, il faut d'abord la mettre dans les mains des futures générations.
Et donc, on a lancé Nirio à travers effectivement différents pays. On a vendu maintenant plus de 4000 robots. Et aujourd'hui, effectivement, après ce beau succès, on lance une nouvelle génération de robots. La deuxième étape. Exactement, dédiée à l'industrie. Mais en reprenant des concepts finalement qui sont accessibilité prix, accessibilité d'usage, parce qu'une techno, c'est effectivement quelque chose qui a potentiellement beaucoup de valeur, mais il faut qu'elle puisse être comprise par les utilisateurs finaux et d'être capable d'être effectivement aussi modulée en fonction des cas d'usage que la PME peut avoir. Et donc aujourd'hui, effectivement, on présente notre nouvelle plateforme robotique qui est constituée de bras robotisés, de smart machines, d'actionneurs et d'intelligence artificielle pour faire mouvoir tous ces ensembles. Voilà. Et sur le terrain, est-ce que vous remarquez justement ce dont on parlait, de ce lien très fort entre productivité et technologie de pointe avec tous les clients avec lesquels vous échangez? En tout cas, ce qui est évident, c'est que ce que je perçois, c'est que la France et les prospects et les clients avec lesquels on travaille sont en recherche effectivement de nouvelles solutions pour toujours optimiser les gains de productivité, les gains de qualité aussi. Les gains de performance industrielle pour être compétitif par rapport à des enjeux mondiaux. Donc il est évident que la robotique fait partie de cet ensemble qui a été très bien décrit de technologies dont l'industrie 4.0 les décrit. Et donc oui, il est évident que la robotique est un des axes voilà, très très pertinents pour gagner en performance. Mathieu Ducil, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les prémices de cette enquête? Pourquoi est-ce que vous avez lancé cette recherche sur l'équipement technologique des industriels? Oui, bien sûr. Donc, cette étude, elle a été lancée par la Fabrique de l'Industrie, McKinsey et avec le concours d'Ipsos, finalement, pour comprendre le taux d'adoption des technologies productives du futur au sein des entreprises françaises et de comprendre également les freins à l'adoption dans les cas les plus négatifs. Donc, on a mené en fait une étude sur 1200 ETI et PME, c'est-à-dire des entreprises entre 50 et 5000 salariés, qui sont assez représentatives de tous les secteurs industriels, depuis les industries process jusqu'à l'agroalimentaire, évidemment l'automobile, l'aéronautique et la défense. Un spectre très large. Donc, un spectre très large. Et nous avons regardé 800 entreprises françaises et nous les avons comparées à 200 entreprises allemandes et 200 italiennes, de façon à pouvoir faire des comparaisons sur un certain nombre de dimensions. Et cette étude, elle s'est focalisée sur 14 technologies qui sont assez représentatives de l'industrie 4.0 que Vincent a présenté tout à l'heure, et qui sont finalement regroupées en 3 grands thèmes. Le thème de la connectivité, du calcul. Donc là, on parle de generative AI, de l'industrie, de l'analytique avancée. Les technologies d'optimisation des processus, donc la robotique, l'impression 3D, des choses comme ça, et les technologies transverses qui sont à la fois des technologies assez matures, le stockage d'énergie, des choses de ce type, et des technologies qui sont en stade de développement, comme les ordinateurs quantiques, qui sont évidemment le futur de la productivité dans l'industrie. Et Vincent, quels sont les enseignements clés et surtout comment se situe la France par rapport à ses voisins? Parce que c'est ça qui est passionnant avec cette étude. On parle quand même de l'Allemagne, de l'Italie, qui sont des acteurs très importants industriels en Europe. Oui, et j'ajoute qu'on a pu comparer ces résultats avec d'autres résultats existants récents sur le Royaume-Uni. Donc on a une belle comparaison. Et là d'ailleurs, le premier résultat, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le tissu industriel français n'est pas en retard par rapport à ses voisins. On a globalement des niveaux d'équipement qui sont assez convergents. Alors évidemment, on trouvera toujours des exceptions sur tel secteur ou sur telle technologie, mais dans l'ensemble, la thèse du retard français, dont on entend parfois parler et qui, pour être tout à fait honnête, était un peu une petite musique qu'on avait à l'arrière de notre tête quand on a lancé l'étude, cette thèse du retard français n'est pas validée. Donc c'est le premier enseignement, sans doute le plus important. Celui qui vient ensuite, c'est que malheureusement, c'est le revers de la médaille, les perspectives d'investissement que déclarent les entreprises françaises aujourd'hui sont nettement plus réduites que les perspectives d'investissement des entreprises italiennes ou allemandes qu'on a interrogées. Ce qui veut dire que là où l'industrie française, avait une relative avance sur ses voisines, elle pourrait la perdre, et là où elle était au coude à coude, elle pourrait devenir en retard à horizon de 2030. Donc ça veut dire que pour demain, juste demain, 2030, c'est bientôt, il est possible que ce retard d'équipement dont on a beaucoup parlé et qu'on a beaucoup redouté advienne finalement. Ça, c'est quand même... Il y a d'autres résultats sur lesquels on pourra peut-être revenir, mais les deux enseignements essentiels sur la photo d'ensemble, c'est celle-là. Voilà. Mathieu, justement, en termes de
de déploiement, parce que c'est ça aussi, c'est à quel point ces technologies sont disponibles au sein des PME ETI françaises comparativement aussi à ses voisins. Alors, c'est la question clé, c'est vraiment le cœur de cette étude. Peut-être avant de répondre à votre question, je voulais simplement rappeler 2 postulats qui ont vraiment dirigé notre réflexion au début de cette étude. Le premier, c'est que la densité d'équipements, en particulier en robots, des industries françaises est assez inférieure à celle de ses voisins italiens et allemands. À titre de comparaison, on est à autour de 200 robots pour 10 000 salariés en France, 220, 250 en Italie, 350, 370 en Allemagne. Je ne parle même pas de la Corée du Sud, qui flirte avec 1000 robots pour 10 000 employés. Donc le postulat de départ, c'était un retard de densité d'équipement. Le deuxième postulat, c'était un des éléments du début de cette étude qui montre que c'est une certaine prudence en fait des industriels français dans la valeur, dans la compréhension de la valeur qu'apportent les technologies productives 4.0. Et donc on a été assez surpris quand on s'est rendu compte que finalement le taux d'équipement dans les entreprises françaises, donc le taux de pénétration était très élevé dans un certain nombre de technologies clés, supérieur en particulier à l'Allemagne et à l'Italie. Je pense au cloud, je pense aux robots, je pense à l'impression 3D. Donc en fait, on a ici une situation intéressante où on a finalement plus d'entreprises françaises industrielles qui ont au moins un robot, pour reprendre cet exemple-là. Mais par contre, quand elles sont équipées, elles en ont plutôt moins que leurs concurrentes italiennes ou allemandes. Donc finalement, la question clé, c'est comment aider les entreprises françaises à passer à l'échelle, plus que comment les aider à adopter ces technologies. Et ça, on voit ce problème de passage à l'échelle aussi dans le nombre de transformations digitales que les entreprises industrielles françaises ont menées ces dernières années par rapport aux entreprises allemandes ou italiennes comparables. Oui, ce qui est intéressant, c'est quand vous parlez de densité, mais à la fois de digital, parce que la densité, finalement, par rapport à les avancées technologiques, est-ce que ça a beaucoup de sens si on a des technologies qui sont vraiment de pointe, etc. Peut-être que la France, à ce niveau-là, peut bien se situer. Enfin, voilà, il y a toujours cet équilibre densité digitale qui peut être intéressant. Oui, bien sûr. Vous avez complètement raison. La densité, par contre, l'adoption à l'échelle de ces nouvelles technologies productives reste quand même la clé de la création de valeur de la technologie et du digital. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en perspective finalement le bon taux d'équipement des entreprises françaises, le manque de densité par contre, et la prudence par rapport à la valeur, puisque probablement beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas encore vu les résultats concrets des investissements dans les technologies productives. Donc la réponse, c'est probablement un équipement plus dense et déployé sur des cas d'usage qui sont vraiment au cœur de leur activité et qui vont vraiment créer de la valeur, plutôt que des dashboards et des choses qui sont peut-être plus sur le reporting que sur la création de valeur, que sur la productivité. Donc les robots, l'impression 3D, tous ces sujets-là qui sont des sujets productifs, à l'échelle vont créer de la valeur pour les entreprises industrielles. Marc-Henri Franc, vous qui devez être vraiment au plus près des besoins technologiques de vos clients, justement, quels sont ces nouveaux standards technologiques sur lesquels vous travaillez pour développer notamment votre plateforme ? Effectivement, je pense que ce qui a été dit est très vrai. En tout cas, on le ressent vraiment comme ça. C'est-à-dire que tous les sujets de concept ou un peu trop haut niveau de valeur de l'IA, de valeur de la physical AI maintenant dans la robotique, de valeur de l'industrie 4.0 sont conceptuels et intéressants à creuser, mais sont instantanément compris quand on les rattache à un ROI concret pour le client final. Et c'est là où effectivement la robotique, et je pense, et en tout cas c'est ce qu'on perçoit, est un bon trait d'union, parce qu'effectivement quand on parle de retour sur investissement, quand on parle d'optimisation de gains de productivité, quand on parle d'optimisation de gains de qualité, instantanément, effectivement, le client est prêt à écouter davantage et à signer effectivement un bon de commande. Donc après, autour de ça, effectivement, ce qui est pas tout à fait évident, c'est que parfois on rentre dans des usines qui paraissent être plus des usines des années 80 que des années on va dire 2026. Et donc en fait, parfois on est aussi face à des problématiques qui sont assez élémentaires, comme des problèmes de connexion Wi-Fi, des problèmes de cybersécurité, des problèmes parfois même de luminosité dans des sujets de robots avec de la vision. Donc en fait, ce qui est assez intéressant pour moi aujourd'hui de partager, c'est que il y a à la fois des concepts très haut niveau qui ont potentiellement énormément de valeur, et à la fois des problèmes très terre à terre qui empêchent, je pense, cette proposition de valeur d'être déployée de manière relativement
rapide, compréhensible. Voilà. Donc c'est à nous aussi en tant que faire de la pédagogie à ce niveau-là. Voilà, exactement. En fait, il faut embarquer les gens et comprendre qu'en gros la machine, elle va peut-être pas marcher instantanément. Il faut l'accompagner, il faut améliorer l'usage, il faut mettre un peu les mains dedans aussi à des moments. Et c'est que comme ça qu'on a, nous en tout cas, réussi à bien pénétrer des marchés. Parce que du coup, est-ce que vous notez une différence temporelle entre l'achat et l'application concrète dans les entreprises? Est-ce que justement vous parlez d'instantanéité? Oui, bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand les différentes parties prenantes sont pas insérées en début de projet, souvent ça marche pas bien, un projet robotique. Et je pense que du coup, à mon avis, il y a des analogies qui peuvent être faites dans d'autres secteurs. C'est-à-dire que quand on n'embarque pas rapidement les techniciens ou les opérateurs qui vont utiliser la solution demain, même très en amont du projet, eh ben ils se sentent un peu, ils se sentent plutôt à subir la technologie plutôt que d'en faire un allié. Quand les chefs de projet sont pas intégrés aussi, voilà, et bien sûr quand les sujets financiers, direction sont pas impliqués au début, forcément c'est aussi problématique. Donc c'est aussi encore une fois un enjeu de collaboration et d'intelligence collective qu'il faut être capable de mouvoir pour être capable de déployer ce genre de technologie dans des environnements qui n'ont pas forcément l'habitude de voir ça arriver. Et pour revenir sur le sujet innovation, est-ce que vous essayez de penser aussi technologie pour pas forcément 2026, mais justement 30, 35, parce que justement on parlait peut-être aussi de retard d'investissement. Il faut penser à des années en avance. Comment est-ce que vous vous organisez à ce niveau-là? Bien sûr, et encore une fois, on touche un peu un paradoxe parfois, et je trouve que pour l'échange, ça peut être intéressant d'en parler, c'est que l'innovation, c'est soit très bien perçu, soit ça peut aussi faire peur, parce qu'on injecte un risque potentiel en fait dans une supply chain, dans une production, etc. Et donc quand ce risque il est mal compris, mal identifié, et ben on va plutôt l'omettre que y mettre de l'énergie pour en faire de la valeur. Et donc en fait c'est une perception et c'est en fonction des interlocuteurs. Et quelqu'un qui est responsable qualité par exemple, il va minimiser les risques au maximum. Donc plutôt utiliser une technologie ancienne mais qui est prouvée plutôt que d'aller injecter une innovation de rupture qui a certes peut-être un gros pouvoir de transformation, mais qui aussi peut lui dans son métier créer une problématique. Et donc, nous, on essaie de trouver l'équilibre dans tout ça pour effectivement et être très pragmatique et proposer des solutions, un accompagnement, une maintenance qui est vraiment absolument indispensable. Donc, on propose une nouvelle technologie, mais aussi beaucoup d'accompagnement serviciel, comme vous l'avez évoqué, et à la fois aussi être capable d'avoir des programmes d'investissement, de R&D à plus haute valeur ajoutée, avec des programmes plutôt à 3 à 5 ans, où effectivement, on vient travailler sur des sujets de rupture. Et donc là, on vient mixer sur ces sujets du moment ce terme de IA physique, c'est-à-dire de l'intelligence plus avancée dans nos robots pour leur permettre de travailler dans des environnements qu'on appelle non structurés, c'est-à-dire un robot qui est capable de comprendre son environnement, de mieux interagir avec un opérateur et d'être capable d'être en collaboration homme-machine plus avancée. Vincent, à quel niveau on serait en retard en France en termes de technologie? Alors, sur cette question du retard, moi, le résultat qui m'a le plus frappé, c'est le suivant. C'est la persistance d'un noyau d'entreprises réfractaires plus important, plus volumineux que dans les deux autres pays qu'on a comparés. Qu'est-ce qu'on appelle réfractaire? En fait, ce qu'il faut absolument souligner, c'est que cette étude elle vient apporter une confirmation à la fois très forte et très actuelle de quelque chose qu'on peut lire un petit peu ici ou là dans les manuels d'économie, qui est que la technologie toute seule, si elle est plaquée sur une organisation sans rien changer d'autre, apporte des résultats décevants. La performance d'une organisation industrielle, c'est toujours le résultat de 3 forces concurrentes: la technologie, la transformation de l'organisation et la montée des compétences des salariés. Ça, c'est absolument indispensable. Or, qu'est-ce que nous dit l'étude? Elle nous montre que les entreprises qui investissent dans la technologie sont aussi celles qui expliquent avoir mené ou être en train de mener des plans de transformation. C'est absolument patent dans toutes les pages de cette étude. Et donc, j'y reviens à votre question sur le retard français. Ouais. Il se trouve que quand on interroge des entreprises qui n'ont pas investi dans une technologie ou qui n'ont pas l'intention de le faire et qu'on leur demande pourquoi, plutôt que de nous dire ce à quoi on pourrait s'attendre, c'est parce que j'ai pas assez d'argent, enfin je manque d'un accès aux capitaux ou j'ai pas les compétences disponibles, il y a une proportion que je qualifierais de anormale, surprenante, d'entreprises françaises, de porte-parole des entreprises françaises qui disent non, mais cette technologie, moi, elle ne me concerne pas. Je ne suis pas concerné par cette technologie. Il n'y a pas de raison qu'un acteur de l'agroalimentaire ou de l'aéronautique en France soit moins concerné par une technologie donnée, la robotique par exemple, que son homologue en Italie ou en Allemagne. Il y a quelque chose là, une sorte de filtre, un biais culturel
auxquelles il va falloir s'attaquer d'une façon ou d'une autre. Et pourquoi est-ce que je parle d'entreprises réfractaires? C'est que de façon concomitante, la proportion d'entreprises qui expliquent ne pas envisager de plan de transformation pour améliorer leur performance de production, elle est également plus élevée en France qu'ailleurs. Donc voilà, il va falloir qu'on fasse de la pédagogie, pour le dire autrement, et qu'on arrive à débloquer ce réflexe d'inertie ou cet attentisme qui va inévitablement peser sur l'effort d'équipement, d'investissement et la performance, la productivité de l'ensemble du tissu productif. Ça vient d'où, du coup, cette inertie, Je ne sais pas répondre à votre réfractaire? question. C'est vraiment une trouvaille. Ça sort tout juste du four, si je peux me permettre. Donc, on ne l'anticipait pas. Moi, je n'avais jamais entendu parler de ce trait, de cette particularité statistique pour l'industrie française par rapport à ses équivalents. Il faut qu'on comprenne mieux ce qui se passe. Vous voyez, on s'attendait à trouver un retard en matière de niveau d'équipement. On ne le trouve pas, on l'a dit. En revanche, on ne s'attendait pas à trouver ce noyau d'entreprises réfractaires et on est tombé dessus. Il faut qu'on comprenne pourquoi. C'est dans tous les secteurs d'activité d'ailleurs. C'est une particularité des réponses qui nous ont été faites de la part des entreprises françaises. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que donc la France à l'instant T est plutôt en bon positionnement, mais en revanche, si les investissements ne se font pas, la France risque de prendre du retard. Comment est-ce que la France se projette d'ici à court et moyen terme? Alors, je ne suis pas la France et on n'a pas interrogé la France. Comment la France se projette, je ne sais pas vous dire. Ce que je sais par ailleurs, indépendamment de cette étude, c'est que aussi bien du côté des pouvoirs publics que des branches industrielles, il y a des réflexions actives sur des politiques publiques qui pourraient être de nature à encourager les entreprises à s'équiper ou à faire un effort d'investissement. Deuxièmement, on est ici dans l'épicentre de l'industrie de demain, de l'industrie qui se réfléchit et qui se projette pour demain. Vous voyez, tous les exposants que vous voyez ici sur ce salon, soit proposent des équipements innovants, soit proposent des prestations performantes parce qu'ils se sont équipés. Donc il y a une masse critique et l'effort ne fait que croître, je pense, de parties prenantes qui essayent de mettre en mouvement la modernisation de l'industrie, mais c'est une course qu'il faut sans cesse mener, puisqu'évidemment, les concurrents internationaux, eux, ne s'arrêtent pas. Oui, parce que est-ce que vous savez si les Allemands ou les politiques industrielles allemandes et italiennes sont, elles, dynamiques à ce niveau-là? Si on parle des politiques publiques, la réponse courte, c'est « je ne crois pas ». Il y a eu, comme partout dans le monde, un effort en faveur de l'industrie du futur dans la décennie précédente. Mais en gros, la pandémie du Covid et la crise énergétique ont bouleversé les agendas, ont bouleversé l'ordre des priorités. Maintenant, on parle aussi évidemment beaucoup de réarmement et de préparation de conflits. Autant vous dire que sur l'échelle des politiques publiques, la modernisation de la productivité de l'industrie a perdu quelques grades. Donc, je n'ai pas connaissance de politiques publiques qui seraient massives en Allemagne ou ailleurs. Enfin, regardez aux États-Unis, par exemple, toutes les politiques publiques qui ont été saluées ou présentées en faveur de l'industrie récemment, elles l'ont été successivement pour la décarbonation, pour la défense et la protection douanière, mais on n'a pas parlé de manufacturing avancé. Donc, globalement, je crois que ça n'est plus à l'agenda. Et d'ailleurs, dans l'étude, on verra on peut voir, par endroits en Allemagne, on observe quelques signes de désinvestissement dans le numérique. Ça veut dire qu'il y a une proportion d'entreprises du Mittelstand allemand qui ont cru très fort aux promesses de l'industrie 4.0 et qui sont en train d'en revenir et donc qui ralentissent leur effort. Donc je pense qu'on a plutôt un contexte attentiste au-delà des frontières françaises et qu'il faut, nous, compte tenu des résultats qu'on a mis au jour, il faut quand même réfléchir à une sorte, oui, encore une fois, d'accompagnement ou de pédagogie pour que les entreprises françaises ne baissent pas les bras. Mathieu Dussud, comment est-ce que peut-être que vous pouvez avoir aussi un input sur justement cette frilosité à investir dans les technologies en France? Je rejoins complètement ce qu'a dit Vincent. Je pense que la clé, c'est, au regard des résultats, c'est ce manque de compréhension de la valeur que la technologie peut apporter dans la production au quotidien. Et je reviens un peu à cette idée de passage à l'échelle. Je pense que accompagner les entreprises pour augmenter leur densité d'équipement en robots, en generative AI, sur les bons cas d'usage, va permettre en fait de transformer cette culture. C'est en créant des phares, des exemples un peu visibles de réussite
qu'on va convertir et qu'on va embarquer les industriels. Donc moi, je milite très fortement pour ça, pour aller au fond de cette transformation, pour générer de la valeur visible chez quelques industriels et ensuite porter la bonne parole d'une certaine façon dans le reste de l'industrie, parce que on le sait, il y a un certain nombre d'études qui le prouvent et des cas d'usage très connus qui permettent de mettre en avant la valeur transformative en fait de la technologie pour l'industrie. Donc voilà, je pense pour moi le mot c'est mise à l'échelle et faire des exemples qu'on puisse convertir les réfractaires. Voilà. Marc-Henri Froid, justement, est-ce que vous vous sentez, du point de vue et des échanges que vous avez avec vos clients, à quel point les industriels sont conscients de cette nécessité d'investir et d'augmenter la cadence en taux d'équipement? En tout cas, ce qui est certain, c'est que je pense qu'il n'y a pas un secteur industriel qui n'est pas aujourd'hui ultra challengé par des technologies concurrentes, soit américaines, soit effectivement asiatiques. Donc il y a un moment, effectivement, il y a quand même, je pense, une prise de conscience assez massive qu'il faut réagir. Je pense qu'on a quand même aussi en France un esprit un peu gaulois et que je pense que si je reviens sur ce qui a été dit, si on arrive à vraiment bien le réveiller, moi je suis convaincu que ça peut donner effectivement une ambition aussi nationale énorme sur ces sujets de réindustrialisation, etc. Et donc après, effectivement, à travers l'investissement, encore une fois, je reviens, c'est que injecter de l'argent de manière, on va dire, importante sur des plans à 5-10 ans, c'est vrai que c'est compliqué pour une PME qui a une visibilité au mois, au trimestre ou à l'année. Donc plus on arrivera à montrer un ROI rapide, un retour sur investissement rapide, plus on arrivera à ramener une valeur pragmatique, plus on arrivera à ramener effectivement une crédibilité instantanée de la valeur de la technologie dans l'usage, plus tout le monde comprendra pourquoi il faut injecter de l'argent. Et je pense qu'il faut vraiment essayer, et nous on se bat contre nous-mêmes un peu pour ça, hein, donc c'est pour ça que je le dis un peu en souriant, mais plutôt que d'essayer de vendre des robots pour des robots, essayer de vendre des cas d'usage, c'est-à-dire essayer de vendre de la valeur, en fait, de la valeur produit. Et ça, c'est aussi un concept, aussi une façon de penser qui est un peu différente. On est fabricant de robots, mais je pousse les équipes à vendre la proposition de valeur qu'on vient amener. Donc, faut bien comprendre le client et tant mieux s'il y a un robot, et peut-être qu'en fait sinon on amène juste une valeur de conseil aux clients ou aux prospects sur lesquels on a échangé, et c'est déjà de la valeur potentielle qu'on a ramenée. Et donc en fait c'est vraiment ça aussi qu'il faut, je pense, aussi un peu changer dans certaines stratégies d'entreprise, et vraiment plutôt que d'être techno-push et dire il faut de l'industrie 4.0, il faut de l'IA, il faut de la robotique. Là, on est en face de ça, on a l'impression de subir un peu le conseil, et ben plutôt d'essayer effectivement d'être dans un aspect pédagogique de fond et encore une fois héroïste. C'est vraiment un dossard que vous sentez endossé de ce côté de conseil, de stratégique, d'avoir une meilleure compétitivité, et ça passe par ça. Bah, alors peut-être que c'est mon ADN aussi de démocratisation, d'éducation, etc. Mais effectivement, typiquement les robots, des fois j'entends dire que ça peut faire peur. Mais pourquoi ça fait peur? En fait, parce que c'est méconnu. Et quand c'est méconnu, enfin tout ce qui est méconnu fait peur. Donc à partir du moment où on comprend ce qu'il y a, qu'en fait finalement c'est une machine qui est somme toute pas si intelligente que ça, et que c'est comme un ordinateur, bon bah plus personne n'en a peur. Et donc c'est la pédagogie qui permet ça en grande partie. Et donc oui, bon je sais pas si on met le dossard de ça, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que nos clients satisfaits sont les clients qu'on a bien accompagnés dans cette démarche, effectivement, de compréhension de valeur, de compréhension technologique, etc. Mathieu Duthune, c'est vrai que c'est vraiment un enjeu de compétitivité. Tout ça, quels seraient les leviers pour permettre d'accroître, d'investir plus? Je vais reprendre peut-être très très rapidement certaines des choses qui ont été dites, mais finalement, déployer la technologie sur les bons cas d'usage, comme vous l'avez très bien dit, c'est la base, c'est le point de départ. Il y a un élément très intéressant dont on n'a pas encore parlé complètement, mais sur lequel vous êtes rapidement passé tout à l'heure, c'est la collaboration entre les grands groupes et les PME et les ETI. On a fait cette étude avec la Fabrique avec un regard PME-ETI, parce que beaucoup des grands groupes qui sont traditionnellement là où McKinsey intervient ont des difficultés avec l'embarquement de leurs partenaires PME-ETI. Et c'est pour ça qu'on voulait comprendre le taux d'adoption et les freins. Et finalement, créer une collaboration, une intégration dans les grands programmes industriels entre les grands groupes et les PME ETI, comme par exemple Toyota le fait avec ses sous-traitants, c'est un exemple très connu, faire de la R&D en commun, co-investir, développer des stratégies d'investissement et de développement sur le long terme ensemble, embarquer et avoir des équipes communes, ça c'est la clé
pour effectivement passer à l'échelle, comme on l'a dit précédemment, et créer de la valeur en travaillant sur les bons cas d'usage. Ça, c'est un élément très très important pour débloquer un peu la valeur. Le troisième point, c'est la culture. Vincent en a parlé. On peut parler de culture au niveau du secteur industriel, mais aussi dans une entreprise. Le déploiement de nouvelles technologies doit s'accompagner d'une gestion du changement, d'un accompagnement. Alors, c'est là où les cabinets de conseil en général interviennent, bien sûr, mais c'est un élément qui est essentiel dans la réussite et la création de valeur de ces transformations. Puis le dernier point, c'est la montée en compétences. Je pense que vous en avez parlé, Vincent, tout à l'heure. Éduquer les salariés à tous les niveaux, depuis la direction générale jusqu'aux opérateurs, sur évidemment la valeur, les nouvelles pratiques managériales qui doivent être mises en place, c'est absolument essentiel pour que ça réussisse et pour qu'une transformation réussisse. Donc c'est en fait un ensemble d'éléments qui, pris indépendamment, ne vont pas marcher ou ne vont pas créer la valeur attendue, et qui, pris ensemble, vont clairement démultiplier l'impact. Et je reviens sur ce travail en commun. Comment est-ce qu'on peut justement favoriser ce travail entre gros groupes dont vous parliez, petites entreprises? C'est vrai que parfois on les sent plus hermétiques et sans beaucoup de communication. Comment est-ce qu'on pourrait progresser là-dessus? C'est une excellente question. Je ne crois pas qu'il y ait une recette miracle. Une recette miracle. Si on s'inspire un peu de ce qui a été fait dans un secteur comme la construction, qui est fameux pour des relations extrêmement conflictuelles entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants, on voit que des contrats collaboratifs qui finalement mettent toutes les parties prenantes d'un projet sous un même contrat changent un peu les façons de travailler. C'est très pragmatique de dire que finalement, via l'angle contractuel, via l'angle des achats, changer les relations contractuelles, être tous ensemble sous un même parapluie contractuel va aider. Donc, développer des accords cadres dans l'industrie, des accords de long terme, du partage de la valeur sur la réussite ou l'échec d'ailleurs de grands projets, c'est un des éléments clés pour améliorer la collaboration. Donc voilà, partage des risques, partage de la valeur et un cadre contractuel qui permet de formaliser tout ça finalement. Et si pour vous, il devait y avoir un levier important pour vraiment remédier à ce manque d'investissement technologique, ce serait lequel? Au risque de me répéter, je reviendrai sur en fait ce point de mener des projets ensemble dans un écosystème. Je pense que les entreprises qui vont mener des transformations digitales, qui vont chercher des investissements dans la technologie seules, ont évidemment une fragilité qui est incomparable avec un écosystème qui va aller chercher du financement pour un projet qui dépasse une entreprise seule. Vincent, vous justement, quel axe de progression est-ce que vous souhaiteriez mettre en avant en priorité? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de ces entreprises réfractaires et qu'il va falloir à un moment comprendre pour réussir à les accompagner. Il y a autre chose qui transparaît dans l'étude, dans cette étude-là et dans d'autres, c'est que l'industrie française, il faut bien le dire, elle a une composition sectorielle qui est, dans l'ensemble, plutôt défavorable à la productivité. C'est-à-dire que si vous la comparez à l'industrie allemande, on sait bien qu'elle est plus réduite en taille, si vous ramenez ça au point de PIB, mais en plus, les secteurs intensifs en connaissances, intensifs en investissement et en technologie, ils occupent une proportion plus réduite en France que dans d'autres pays. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un tissu productif qui se renouvelle peut-être insuffisamment vite, qui investit de ce fait insuffisamment. Si vous comparez deux entreprises à secteur donné, dans l'agroalimentaire française et l'agroalimentaire allemande, dans l'automobile française et l'automobile allemande, les comportements des entreprises sont assez similaires en fait. Mais il y a un effet de composition qui est de plus en plus prégnant. Et ça, il faut l'avoir en tête. Malheureusement, un des effets du numérique, c'est que ça accroît plutôt les disparités entre entreprises et entre secteurs, plutôt que ça les rapproche. Dans l'étude, on montre bien que si on prend pour acquis les perspectives d'investissement que nous ont données les répondants des différents secteurs et des différents pays, que ce soit les 3 pays entre eux ou les différents secteurs français entre eux, les taux d'équipement dans les différentes technologies vont a priori se disperser plutôt que converger vers une moyenne. Le numérique est à la fois facteur de performance pour les entreprises qui l'adoptent et facteur d'inégalité de progression au sein des secteurs à cause justement de ces conditions du succès
qui ne sont pas toujours déployés. Ça, c'est absolument important à mettre en œuvre. Le numérique doit être réintégré comme un ingrédient, mais un ingrédient seulement d'une transformation qui mobilise plus largement. Je crois d'ailleurs que la compétition, la concurrence qui nous arrive, la concurrence chinoise sur les secteurs à plus forte valeur ajoutée, va venir aiguillonner les industries françaises et européennes qui vont devoir se repositionner et peut-être accroître leur effort. Je crois qu'on est sur un moment de bascule, un moment de vérité. En gros, jusqu'à avant le Covid, les chaînes de valeur mondiales étaient de plus en plus fragmentées. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que les entreprises achetaient au meilleur coût, au mieux disant, où que soient situés leurs fournisseurs ou leurs sous-traitants. À l'heure où aujourd'hui on parle de souveraineté économique et de souveraineté industrielle, en gros depuis le Covid et depuis la montée des risques énergétiques et des risques de conflit, alors une nouvelle question arrive. Les industriels, les chefs de file, doivent-ils privilégier des approvisionnements locaux ou régionaux, quitte à ce que ça leur coûte un peu plus cher? Jusqu'à présent, on ne peut pas parler de mouvement de bascule, mais on voit bien que la question, elle est dans l'air. La question, elle est partout. Et si cette mobilisation en faveur d'une souveraineté industrielle devait s'incarner, devait se prolonger, alors il n'y aura pas d'autre issue possible que pour l'ensemble du tissu productif de faire un véritable effort d'équipement en technologie de production, de monter en compétitivité, parce que évidemment, par rapport à la concurrence telle qu'elle est aujourd'hui, pour l'instant, on a encore un petit déficit à rattraper. Oui, parce que c'est vrai qu'un élément dont on n'a pas parlé, c'est la dimension européenne, parce que là, on a parlé donc Allemagne, Italie, France, mais quand on parlait de réponse aussi commune, etc., il peut y avoir une réponse européenne dans tout ça. Oui, alors on n'est pas à l'intérieur des décisions des entreprises, je veux dire, on n'a pas la télécommande. Aujourd'hui, il me semble qu'à l'échelle européenne, on a un marché qui est libre et concurrentiel, qui fonctionne très bien, qui est un atout économique de premier plan. Donc on a évidemment des entreprises qui ont tendance à raisonner sur leurs approvisionnements à l'échelle européenne à minima, parfois d'ailleurs à une Europe étendue de l'autre côté de la Méditerranée et vers l'Est également. Mais effectivement, il y a un léger mouvement on appelle ça régionalisation des chaînes de valeur, c'est-à-dire que les grands industriels ont tendance à reconsidérer la possibilité de s'équiper plus localement, ou en tout cas de diversifier leurs approvisionnements, leurs fournisseurs. Aujourd'hui, on a quand même, il s'agit d'un petit ajustement par rapport à une tendance globale qui est celle d'un maintien d'une industrie très mondialisée. Si les conflits dont on parle tout le temps vont croissant, si demain les industriels, lorsqu'ils s'équipent en robots ou en puces RFID ou que sais-je, doivent choisir entre des fournisseurs intégralement chinois et intégralement américains, parce que de toute façon, dès lors que vous avez intégré un composant, eh bien, la planète se divise en deux et votre clientèle aussi. Il va falloir, de toute façon, sans doute songer dans des configurations nouvelles à ce que sont les compétences industrielles d'une Europe élargie et de ses entreprises. Marc-Henri Froin, vous, qu'est-ce qui vous a aidé pour vous développer en France? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir participé à... il y avait un vivier de scale-up qui vous a permis de vous pousser et de développer justement les technologies, votre recherche? En tout cas, ce qui est certain, c'est que la BPI, la Banque publique d'investissement, tous effectivement les labels French Fab, etc., stimulent fortement ce genre d'initiative. Donc effectivement, on se sent, on va dire, entouré de pairs qui aussi vivent des expériences qui sont plus ou moins similaires, et donc ça donne encore plus envie effectivement de nous inspirer effectivement d'histoires fructueuses, etc. Et en fait, à travers ça, je pense qu'il y a un sujet de fond où j'aimerais vraiment que l'industrie soit remis vraiment au goût du jour, et je pense que c'est vraiment ce sur quoi aujourd'hui la BPI notamment travaille. Mais c'est vrai que moi, par exemple, quand je suis sorti d'école d'ingénieur, assez peu de mes collègues sont allés dans l'industrie. Ils sont plutôt allés dans d'autres secteurs d'activité, etc., plutôt de services, etc. Et c'est pas une mauvaise chose, mais ce qui est certain, c'est que l'industrie, pour moi, est une des clés de voûte quand même d'une économie saine, souveraine, etc.
Et donc, je pense que c'est tout ça aussi qui est en train d'être rechallengé, qui va permettre, je pense, de créer des nouveaux parcours de carrière qui étaient peut-être un peu perdus à des moments. Et ce sur quoi nous, Nirio, en tout cas, on pousse, on prône. Et c'est aussi pour ça qu'on vend des robots également dans la partie éducative. Mais ça vous a aidé pour aller vraiment dans l'innovation, dans la recherche, dans l'objectif d'une technologie de pointe qui n'existe pas ailleurs. Oui, exactement. Et en fait, je pense que ça, c'est aussi le gros atout en France, c'est qu'on a quand même des cerveaux, des bons cerveaux, des bons ingénieurs. Donc finalement, on peut aussi recruter des talents pour nous permettre d'avoir ces technologies de rupture. Et je reviens sur les sujets de concept d'Europe, mais c'est vrai que pour nous, par exemple, il a été plus facile de vendre et d'exporter aux États-Unis que de vendre et d'exporter en Europe, en Allemagne, etc. Donc c'est quand même pas si évident finalement d'avoir une Europe unifiée quand il y a quand même des barrières aussi culturelles, des barrières assez profondes finalement qui sont historiques. Donc j'espère qu'on arrivera à trouver une façon d'encore mieux travailler tous ensemble, parce que je suis d'accord que la France c'est une bonne chose, mais je pense qu'il faut qu'on arrive à s'allier et créer effectivement des partenariats stratégiques. Que ça soit déjà en France, ce serait très bien, mais effectivement à l'échelle européenne, ça serait encore plus puissant, je pense. Et Mathieu Dussud, pour terminer là-dessus, c'est vrai qu'on sent quand même qu'il y a une vraie culture industrielle qui s'inscrit petit à petit et chaque année de plus en plus en France, quand même. Oui, je pense que la renaissance industrielle, effectivement, fait partie des piliers de la croissance et de la prospérité et de la souveraineté de la France et de l'Europe, comme on vient de le dire. Donc nous, on porte cette idée très fortement. Et peut-être pour conclure et refaire le lien avec ce qu'on vient de dire sur les talents et notre étude, il y a un élément très rassurant finalement dans l'étude qui est le sujet des compétences et des talents. Les industriels français ne voient pas les talents et le manque de compétences comme un problème pour passer à l'échelle, pour adopter plus de technologies, alors que nos voisins allemands et italiens mettent en avant le manque de talent comme un sujet majeur. Donc voilà, construisons sur cette force qui est formidable. Je crois qu'on a 40 000, 50 000 ingénieurs diplômés tous les ans. Formons plus d'ingénieurs et construisons sur cette remarquable force pour accélérer la renaissance industrielle en France. Merci beaucoup Mathieu Dussud. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez McKinsey, responsable en France du pôle de compétences industrielles avancées. Marc-Henri Franc, vous êtes fondateur et CEO de Nirio, et Vincent Charlet, directeur général de la Fabrique de l'Industrie. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur ces sujets. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Smart Industries.